C'est parti. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des mamans ou des papas qui, comme moi, ont, on va dire, la connaissance de ce qu'il faut savoir au niveau alimentation pour avoir une alimentation saine et équilibrée, mais entre la théorie et la pratique, des fois, il y a une marge. Et puis surtout, est-ce qu'il y a parmi vous des parents qui, comme moi, pour qui c'est la croix et la bannière de savoir ce qu'on va faire à manger? Parce que qu'est-ce que vous avez envie de manger? Je sais pas, comme tu veux. Ah, il faut encore préparer à manger et on ne sait pas quoi faire et on peut vite tomber dans quelque chose de routinier ou quelque chose de, on va dire, beaucoup plus simple et rapide, mais beaucoup moins équilibré. Et je voulais vous présenter aujourd'hui Nathalie qui a justement plein de solutions à nous apporter par rapport à ces problématiques. Alors bonjour Nathalie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qui es-tu? C'est quoi ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là? Alors, je suis Nathalie, j'ai 39 ans et j'ai trois enfants de 13 ans, 11 ans et 6 ans et demi. Du coup, voilà, je m'y connais pas mal en enfants. Et j'ai travaillé dans un premier temps comme psychomotricienne en école maternelle, donc avec des enfants de 2 ans et demi à 6 ans dans les salles de gym. Mais je voyais aussi les collations, les repas de midi et ce genre de choses. Et puis, j'ai voulu diminuer mon temps de travail dans l'enseignement parce que c'était vraiment voilà, fatigant. Et je me suis tournée vers la nutrition. J'ai suivi une formation en me disant, voilà, ça va être cool, je vais apprendre deux, trois trucs, mais voilà, une petite formalité pour après ouvrir mon cabinet tranquille. Et puis, en suivant ma formation, je me suis dit, waouh, en fait, ce que je donne à ma famille et à moi, en fait, ce n'était vraiment pas bon. J'ai appris énormément de choses. Je suis tombée de très très haut parce que voilà, on s'alimentait comme mes parents nous avaient préparé des repas et au final, on a fait plein d'erreurs. Et là, je me suis dit waouh, bah il faut que je change ça pour ma famille. Et donc, je pense que j'ai tout testé. J'ai voulu tout changer d'un coup. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai fait des erreurs. Enfin, et ça m'a mis beaucoup de temps pour voilà, trouver un process pour que eux acceptent le changement, pour que je puisse m'organiser en planning et tout ça, parce que je faisais rien de tout ça. Moi, j'étais la maman qui rentrait du boulot, qui était fatiguée. C'est ah, ok, je vais faire quoi à manger ce soir au secours, avec les enfants qui tournaient autour. Enfin voilà. Je crois Et qu'on se reconnaît beaucoup dans cette description. oui, je pense. Et donc, j'ai fini ma formation et voilà, j'ai commencé à recevoir des personnes chez moi, mais plus des adultes qui voulaient soit perdre du poids, soit des personnes plus âgées qui venaient avec leur liste de médicaments en disant, voilà, mon médecin m'a dit de venir voir quelqu'un pour la nutrition, j'ai tout ça que je prends comme médicament, qu'est-ce que je fais? Et ça me faisait pas vibrer. Moi, j'ai pas une formation médicale à la base et je voulais rester dans le domaine des enfants, en fait, parce que j'adore les enfants, j'adore les parents, les familles. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir mon blog qui est nutrimome.com où j'apporte des conseils concrets aux mamans pour justement parvenir dans leur quotidien surchargé à préparer des repas sains parce que voilà, je l'ai vécu, j'ai dû apprendre sur le tas et en fait, je pensais à la base que préparer des repas sains, c'était d'office 2 heures en cuisine et que c'était royalement impossible. Et en fait, avec toutes des astuces, il y a moyen de cuisiner sain facilement, même si on rentre tard, même si, voilà, si on a les enfants qui nous tournent autour. Et donc, c'est ça que j'ai voulu partager voilà, sur mon site. Waouh, c'est top. Alors, est-ce que tu peux nous donner une ou deux astuces, là, comme ça, à froid, sur quelle serait, selon toi, la première chose à laquelle il faudrait réfléchir quand on veut commencer à changer son mode pas forcément de nutrition, mais à minima de préparation de repas? Ouais, alors je dirais commencer par un planning. Donc ça, je ne faisais pas avant. Et donc voilà, j'essayais de trouver vainement ce que je pouvais cuisiner avec ce que j'avais chez moi. Et donc ça commencerait par en fait avoir les bons aliments chez soi, tout simplement parce que on va se servir de quoi? De ce qu'on a dans son frigo ou dans ses placards. Et donc c'est simplement au début changer les aliments qu'on a chez soi. Donc, par exemple, si on a de la farine blanche, passer à de la farine complète. Si on a des pâtes blanches, passer à des pâtes complètes ou acheter aussi du boulgour, du quinoa ou d'autres types de céréales, en fait. Avoir toujours des légumes surgelés. C'est tout simple, mais voilà, on n'a pas le temps de faire des courses, on veut préparer à manger. Ah, j'ai pas de légumes frais, tant pis. Il suffit d'en décongeler, en fait. Donc, les acheter dans des sachets juste précoupés, en fait, tout simple, sans la sauce ni rien. Et ça permet d'avoir une portion de légumes au repas.
Donc, oui, sur ton blog, est-ce que tu proposes une liste, on va dire, les ingrédients typiques à avoir dans sa cuisine? La base, on va dire le matériel, les ingrédients typiques à avoir dans sa cuisine pour pouvoir pallier à toutes les situations, qu'on ait envie de cuisiner ou pas, qu'on ait du temps ou pas. Voilà. Comment il se présente ton blog? Alors, j'ai énormément de choses. J'ai oui, un document gratuit qu'on peut télécharger. Je pourrais te donner le lien avec les ingrédients, voilà, pour avoir la base chez soi. Donc, ça n'y a pas de souci. Au niveau des, euh, des ustensiles, moi, je suis pour la facilité parce que je sais qu'on vend plein de trucs et donc on se dit, ouais, je vais acheter tel ustensile, tel truc, ça ira beaucoup mieux. Mais si on n'est pas un minimum organisé ou si on n'a pas un minimum les bons aliments, ben, en fait, on peut avoir les super ustensiles que ça ne changera pas le quotidien, en fait. Donc, moi, mon ustensile que j'utilise tout le temps, c'est mon cuiseur vapeur parce que c'est le plus facile, parce que je mets beaucoup de choses dedans et il y a des repas que je fais où finalement tout va dedans et pendant que ça cuit 20 minutes, bah, moi, je suis tranquille, je peux donner la douche à mon dernier ou ce genre de choses, en fait. Voilà, ça, c'est pour répondre à la première partie. À la partie comment se présente mon blog, il y a donc toute une partie blog avec tous des articles classés, petit déjeuner, organisation, goûter, astuces pour les parents. Il y a, il y a toute une partie avec mes formations, mes livres aussi que j'ai créés, soit toute seule, soit avec une autre maman voilà, qui a aussi 2 enfants. Donc, voilà, allez jeter un coup d'œil. Et je reviens sur cette idée de planning. Comment comment tu l'organises, toi, justement, ce planning-là? Alors, j'ai des recettes que je fais, on va dire, régulièrement. Et donc, quand je crée mon planning, je ne mets pas, par exemple, toutes des nouvelles recettes dans la semaine. Parce que c'est l'erreur qu'on peut faire en se disant, c'est bon, maintenant, je suis motivée. Alors, hop, je regarde dans les livres sur Internet, je vais faire ça, ça, ça. Et finalement, bah, pendant la semaine, on ne va pas le faire parce qu'on est claqué. Et donc, ça va être maximum 1 ou 2 nouvelles recettes sur la semaine. Et puis, le reste, ça va être, tiens, voilà, ben, une fois des légumes avec de la viande blanche, une fois, il y aura du poisson. Je laisse toujours un jour de libre parce que je sais que j'aurai des restes voilà, de repas où je n'aurai pas envie de cuisiner, on va commander ce genre de choses. Et le vendredi soir, chez nous, c'est apéro-dînatoire. Donc, c'est le soir où on choisit un film en famille et voilà, on prépare ensemble toutes des petites choses séparées. Et je suppose que quand tu dis apéro dînatoire, c'est pas forcément chips et autre chose de ce genre-là. Ça va être quelque chose de beaucoup plus sain et équilibré aussi que ce qu'on pourrait entendre par apéro classique. Voilà, j'ai un article de blog sur l'apérodinatoire où j'ai quelques idées, mais à côté de ça, il y a de tout. Donc, il va y avoir voilà, des fruits, des légumes, mais il peut aussi y avoir des petits, soit une pizza, soit des petites choses asiatiques, soit parfois il y a un peu de chips aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses voilà, sur la table et chacun se sert en regardant la Tes télé. envies. Voilà. C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Alors, c'est moins équilibré chez nous. On fait hamburger film. Voilà. Très Même si bien. c'est moi qui l'ai fait, voilà, j'essaie quand même de le faire de manière un petit peu plus équilibrée avec de la salade, des légumes, etc. C'est un peu moins équilibré, mais c'est vrai que c'est un moment qu'on apprécie beaucoup avec les enfants de pouvoir lâcher on va dire, le rythme du quotidien et puis lâcher les règles habituelles et on mange sur la table basse et on mange devant un film et voilà, ça crée vraiment un moment cocon qui est quand même super agréable. Donc, pour ceux qui ont l'opportunité, essayez. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Et donc, au niveau C'est- planning, tu planifies midi, enfin matin, midi et soir, juste le soir. Comment tu organises? C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle parce Mhm. que il y a un côté, je vais le dire de cette manière-là, moi j'ai un côté réfractaire au planning pour l'alimentation parce qu'il y a le planning pour l'école des enfants, le planning pour les activités des enfants, mon planning de boulot, donc tout est imbriqué. Et je me dis, si je dois en plus encore refaire un planning pour la nourriture, voilà quoi. Donc, comment tu arrives à rendre ça attractif, ludique et que ça soit pas juste un truc en plus sur ta to-do pour, bah ouais, pour vraiment, enfin, comment tu as vu vraiment l'impact que ça a eu d'organiser ce planning-là? Est-ce que tu as eu facile à le mettre en place? Est-ce que ça t'a pris du temps? Tu sais, comme une nouvelle habitude, on dit qu'il faut quand même 3 semaines, un mois avant de réussir à en faire quelque chose de plus sympa. Voilà, comment ça s'est passé pour toi?
En fait, donc au début, j'en faisais pas. Et puis, j'ai appris que c'était mieux d'en faire un. Donc, j'ai essayé d'en faire un, même si j'y croyais pas trop, en me disant, ouais, c'est bon, de toute façon, je gère. Et puis, voilà, j'ai un peu lâché. Et puis, à un moment, euh, ben, j'ai continué à le faire et je me suis rendu compte que, en fait, bah, même s'il y a le côté de, ah, bah là, je dois faire un planning, eh ben, le reste de la semaine, c'est beaucoup plus léger de se dire, ah, bah, je dois pas commencer à 5 heures à me dire, bon, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ok, je le sais et je le sais même la veille. Donc, par exemple, je pourrais même, la veille, si j'ai le temps en cuisinant, bah, cuisiner une partie du repas du lendemain que j'aurai juste à réchauffer. Et donc, voilà, ça, c'est des petites questions d'habitude. Soit je peux le faire toute seule, soit je peux le faire, voilà, par exemple, quand il y a les enfants et mon homme à table. Par exemple, le dimanche matin, je ne sais pas si on déjeune, tiens, bah voilà, qu'est-ce qu'on va manger pendant la semaine pour voir les idées qu'ils ont. Euh, S'ils donnent des idées pas très équilibrées, alors je dis, OK, pour ça, mais on va rajouter quels légumes à ce plat-là, voilà, pour essayer voilà, de vraiment trouver un compromis entre bah, aussi leur faire plaisir, mais tout en ce que ça soit quand même équilibré. Par exemple, si ce que je faisais avant, c'était voilà, des pâtes avec de la sauce bolognaise et du fromage, bah maintenant, je fais toujours la même chose, mais je rajoute toujours des légumes dans ma sauce. Donc, c'est pas faire un planning et commencer à faire des plats super compliqués, c'est rajouter des petits ingrédients dans les recettes qu'on fait déjà de base, en fait. Concernant les plannings, je n'en fais pas pour le petit déjeuner parce que on arrive à varier et voilà, pour moi, c'est assez facile de varier sans faire de planning pour le petit déjeuner. Le midi, avant, mes deux plus jeunes prenaient des lunchbox, enfin mes trois prenaient des lunchbox à l'école. Et puis les deux plus petits ont décidé de passer au repas de l'école. Donc j'ai ça en moins. Et c'est vrai qu'avant, ça me demandait plus une planification. Mais alors, je jouais beaucoup sur euh, si on mangeait un repas chaud le soir, je mettais les restes en fait dans leur lunchbox, soit du lendemain, soit 2 jours après pour un petit peu de variété en fait. Donc je ne créais pas des tout nouveaux repas pour le midi. Et si par exemple je n'avais rien, ou si je savais qu'on allait manger chaud le lendemain soir, alors je leur mettais du pain avec des fruits et ce genre de choses, quoi. Donc plus une boîte froide. Maintenant, donc eux, ils sont à la cantine. Ma grande, elle est en secondaire, donc elle va avoir 14 ans, donc elle se gère, elle trouve toujours de quoi faire sa boîte. Et mon compagnon et moi, on mange beaucoup les restes, en fait, de la veille. Ou alors, comme je cuisine pas mal en grande quantité, ça c'est une astuce, ça, voilà, dont je me passerai plus. Mais en fait, je congèle toujours une partie. Donc, soit ça va être juste une partie. Par exemple, si j'ai cuit beaucoup de lentilles ou beaucoup de riz et qu'il m'en reste, je vais congeler ça dans un bocal en verre. Si c'est tout un repas, par exemple un reste de pâtes, je congèle ça. Et donc à midi, on va dire une demi-heure avant de se dire on va manger, bah, au cuiseur vapeur, hop, je dégèle le bocal en verre en fait. Ah ouais, c'est vraiment une super idée. Et juste pour revenir, l'explication sur les lunchbox de tes enfants, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que tu es en Belgique. Donc effectivement, le système, on va dire le système de restauration scolaire est un petit peu différent du nôtre en France. Et c'est vrai qu'en t'entendant parler, je me suis dit, ah mince, on n'avait pas précisé effectivement que ça fonctionnait comme ça chez toi. Ouais, chez nous, on a vraiment le choix de soit on apporte nos lunchbox, soit ils prennent leur repas de l'école et selon les écoles, on peut changer d'un mois à l'autre aussi. Voilà, c'est assez libre à ce niveau-là. Et ce que j'ai remarqué quand je travaillais dans l'enseignement et même avec les copains, copines de mes enfants, c'est qu'en Belgique, il y a très peu d'enfants qui viennent avec, comme les miens, leur lunchbox chaude en fait à l'école et c'est souvent des tartines en fait. Par rapport au Canada, par exemple, où là, je pense qu'ils prennent beaucoup plus de repas chauds avec dans des lunchbox. C'est vrai que oui, c'est pas du tout je dirais une habitude ou quelque chose qui est ancré chez nous. Parce que moi, mes enfants, la grande qui a 16 ans a toujours eu la cantine en fait à l'école. Et c'était soit la cantine, soit elle rentrait manger à la maison. Donc en fait, cette option lunchbox n'existe que pour on va dire, pour les enfants qui ont des allergies alimentaires ou qui ne peuvent pas prendre le repas de l'école. Je pense que ça doit être possible, effectivement, qu'ils mangent à la cantine, mais sans le repas de la cantine.
je pense que beaucoup de parents comme moi, c'est tellement plus simple de les faire manger leur pas de l'école qu'on ne s'est même pas posé la question de leur présenter ou de leur préparer autre chose, tout simplement. Ouais. Donc là, ça ouvre quand même beaucoup, beaucoup de possibilités. Moi, enfin, c'est vrai que j'aime bien aller farfouiller sur ton blog parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de conseils, il y a plein d'astuces. C'est vraiment du pratico-pratique. Et franchement, allez voir Nutrimome parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller s'y intéresser. Et justement, ben, voilà, si les personnes veulent te contacter, si les personnes veulent en savoir plus, veulent un suivi avec toi, comment ça marche? Alors, je fais pas de suivi en particulier, mais j'ai des formations différentes sur mon site internet. Donc, ça va être soit des formations pour reprendre tout à fait l'alimentation de l'enfant en main, soit il y a la formation pour les lunchbox. Là, maintenant, je suis occupée de créer, elle sortira dans les prochains jours, une formation sur le petit déjeuner, parce que c'est un repas en fait méga important. Mais les parents soit manquent de temps, soit manquent d'idées, soit les enfants veulent pas se passer de leurs céréales. Et donc, j'ai essayé de répondre à toutes les difficultés des mamans dans cette formation et d'apporter des solutions. Euh, j'ai un livre sur l'organisation aussi, du coup, euh, voilà, où là, on parle pas mal parce que je l'ai créé en collaboration avec Lucille Baladier, donc l'autre maman avec qui j'avais travaillé quelques fois. Et donc, on reprend les ustensiles, les ingrédients, l'organisation, le planning, enfin, voilà, pour s'en sortir. Et une dernière chose par rapport au planning, en fait, plutôt que se dire, waouh, j'ai un planning à faire, si par exemple, comme moi, on fait un apéro dînatoire et un repas de reste, eh ben, en fait, ça laisse plus que, entre guillemets, 5 repas à planifier sur la semaine, ce qui n'est pas énorme. Si on tourne dans les repas qu'on connaît un petit peu, ben, c'est vite fait, en fait, de noter, de voir les ingrédients qu'on a ou qu'on n'a pas et qu'on doit acheter. Et donc, ça prend pas tant de temps que ça, en fait. Est-ce que tu as remarqué une autre implication de tes enfants depuis que tu as changé ton mode de fonctionnement? Est-ce que tu as l'impression que ils s'impliquent plus dans la confection des repas, dans le choix des repas, dans le fait de manger en soi? Parce que c'est vrai que des fois, ça pinaille un peu. Et voilà, est-ce que tu as remarqué une différence depuis que tu as appliqué ces changements-là? Comment ça s'est passé chez toi? Ouais. En fait, j'ai senti une différence entre mes enfants. Donc, j'ai fait ma formation quand j'étais enceinte de mon troisième. Et donc, quand il est né dans ce changement d'alimentation finalement. Et mes filles, elles, c'était quand elles étaient petites. euh, pour être une bonne maman, j'avais entendu que les enfants ne pouvaient pas rentrer en cuisine parce que la cuisine était un endroit dangereux avec les couteaux, les tacs de cuisson. Et donc, en tant que bonne maman, j'avais acheté la barrière pour les interdire d'entrer. Et donc, elles n'ont pas eu avant très longtemps ce côté de tiens, je manipule, je regarde les aliments, je touche à tout dans la cuisine. Finalement, c'était ok, moi je vois leur pas quand il arrive à table et c'est tout. Et puis, mon troisième qui est né là-dedans, il a passé sa vie en cuisine avec moi en fait. Donc, les premiers mois, il était en écharpe de portage. Et puis, à partir d'un an et demi, il était sur la tour Montessori. Donc, le tabouret avec une barrière comme ça autour pour plus de sécurité. Et donc, si je coupais des carottes, il touchait les bouts de carottes, il pouvait même les prendre pour les mettre, lui, dans le panier du cuiseur vapeur, qui n'était pas encore sur le cuiseur vapeur, enfin des choses comme ça, qui fait qu'il touchait en fait à tout. Et puis il est passé au tabouret plus classique. Et donc il est beaucoup plus facile, il veut bien goûter des nouvelles choses, voilà, il mange vraiment plus de choses, des choses euh, voilà, variées que mes filles, surtout ma grande, qui finalement avait dans les plus ou moins 7 8 ans quand j'ai commencé ma formation en fait. Donc avec elles, ça a été plus compliqué. Maintenant, elles sont toutes les deux conscientes que voilà, maman nous fait un peu plaisir, mais on sait que l'alimentation est importante, donc on fait quand même un effort et donc on essaye voilà, de trouver un juste milieu entre voilà, leur faire plaisir. Et il y a le côté toute la discussion aussi à avoir avec eux, voilà, pour faire le menu ou quand on apporte à table aussi, d'expliquer, enfin voilà, ce qu'il y a au repas ou ce genre de choses. Et voilà, ce dont je parle pas mal, c'est tout le côté apprivoiser les aliments, en fait. Donc, le fait que mes filles n'ont pas eu cette occasion-là les premières années. Euh, c'est pour ça que dans mes formations, par exemple, je crée et j'offre beaucoup de jeux
même des jeux papier pour que les enfants voient ce que c'est une aubergine entière ou une courgette ou ce genre de choses et qu'ils les découvrent entiers avant qu'ils finissent en morceaux dans l'assiette. Donc, voilà, il y a le côté des jeux papier, il y a le côté de jouer en cuisine, en cuisinant avec maman. Et j'ai créé avec Lucille aussi, par exemple, un jeu où c'est 15 défis que l'enfant doit réaliser en cuisine. Donc, ça va être, par exemple, utiliser ou faire pousser des herbes aromatiques, mais ça peut être créer une pizza et on doit mettre minimum 3 légumes dessus. Et donc, tout jeu qu'on a créé, c'est créé autour d'une histoire de magicienne et de sorcier, parce qu'il y a le côté fantastique que les enfants aiment bien, où voilà, chaque défi, en le réalisant, tu dois aider la petite sorcière, et quand tu as réalisé les 15 défis, alors tu trouveras l'aliment magique dont elle a besoin. Et donc, c'est vraiment, en fait, le jeu est magnifique pour intégrer les enfants dans le changement. Et j'utilisais dans l'enseignement avant, quand je travaillais comme psychomotricienne, j'utilisais le jeu dans les salles de gym pour leur apprendre les chiffres, les couleurs, les lettres et toutes ces choses-là, plutôt que voilà, simplement être sur le banc d'école à apprendre. C'était chaque fois par le jeu. Et ici, j'ai reproduit ça en fait dans l'alimentation. C'est vraiment, dès qu'on inclut le jeu, les enfants aiment et, euh, et ils seront beaucoup plus contents de manger finalement des aliments qu'ils auront manipulés ou qu'ils auront eux-mêmes cuisinés ou qu'ils connaîtront de par les différents jeux. C'est vrai qu'on voit la différence à une période. Alors, je ne sais pas si ça existe chez vous, on se faisait livrer des paniers de légumes du maraîcher, voilà, du petit maraîcher. Et c'est vrai que des fois, arrivait le panier et même moi, je me retrouvais avec des légumes dans mon panier en me disant, aïe, c'est quoi ça? Et du coup, si je ne sais même pas ce que c'est, comment je fais pour le cuisiner? Et ça a amené énormément de curiosité finalement parce que ces paniers de légumes, pour moi, ça a été la découverte de justement nouveaux légumes parce qu'on a tendance à rester quand même un petit peu dans nos sentiers tout tracés dans ce qu'on sait faire sans forcément aller à l'aventure pour essayer de découvrir de nouveaux aliments. Et ces paniers de légumes ont été une super opportunité pour moi de découvrir de nouveaux légumes, donc de les cuisiner différemment, enfin de les cuisiner tout court, donc d'apprendre à les cuisiner, à mes enfants de les découvrir et du coup de pouvoir varier vraiment le type d'alimentation. Et un truc tout bête, le chou rave. Je ne connaissais pas le chou rave. Et quand on fait un gratin dauphinois à base de chou rave plutôt que de faire à base de pommes de terre, déjà les enfants n'y voient absolument aucune différence en termes de goût. Et en termes de diététique, c'est autre chose. C'est beaucoup plus léger à digérer aussi au passage. Donc, pour nous, après, pour reprendre le travail, quand on a mangé un gratin dauphinois de chou rave, c'est quand même beaucoup plus agréable. On a moins le coup de barre après repas. Donc voilà, c'est toutes des petites choses en fait où on peut faire. J'ai découvert comment on pouvait remplacer finalement des féculents, comme on pouvait, oui, j'allais dire cacher des légumes, mais en mettre un petit peu partout à droite à gauche, dans des endroits, comme tu disais, dans une bolognaise, l'enrichir avec des légumes. La quiche aux légumes est aussi une astuce magistrale pour faire manger des légumes aux enfants. Il y a plein d'idées comme ça en fait qui sont toutes simples et qu'on peut mettre en place pour nous faciliter la vie finalement et avoir une bonne alimentation pour toute la famille. Exactement. Il y a aussi, on peut créer un potager avec son enfant ou aller dans des potagers collectifs ou à la ferme ou ce genre de choses. Près de chez moi, il y a quelques années, il y avait une ferme et on pouvait soi-même cueillir les légumes ou les fruits qu'on voulait manger et on les payait voilà, à la sortie. Et donc, c'est génial pour les enfants de cueillir eux-mêmes voilà, les légumes finalement qu'on cuisinera pendant la semaine. Outre le côté en plus apprentissage, parce que effectivement, même quand on a le légume dans le panier, on ne sait pas forcément comment il a poussé. Donc, c'est un super apprentissage aussi de voir le légume dans son, j'allais dire, dans son environnement naturel. C'est ça. Mais oui, ne serait-ce que voilà, de savoir comment ça pousse, si ça pousse dans la terre, sur un arbre, sur un buisson, si c'est, enfin, et c'est intéressant pour tout le monde. Et en plus, ça crée de la discussion, ça crée de la communication avec les enfants, ça crée de l'intérêt. J'ai l'impression que ça crée aussi cette dynamique finalement de préparer le repas ensemble et où je vais aller un petit peu plus loin parce que moi, je prône l'autonomisation des gens, que ce soit en santé, que ce soit en alimentation, enfin, dans tous les domaines. Et forcément, quand on cuisine avec nos enfants, ils apprennent à faire depuis très tôt. Donc, s'ils apprennent à faire, ça veut dire qu'au fur et à mesure, en fonction de leur âge, on peut leur laisser de plus en plus faire des choses tout seuls
dans la préparation pour nous aider jusqu'à aller dans la préparation intégrale du repas. Et quand on a des enfants qui ont 12, 13, 14, 15 ans et qui savent déjà préparer un repas équilibré intégralement tout seul, bon, nous, ça nous soulage parce que ça veut dire qu'une fois de temps en temps, c'est eux qui le préparent et pas nous. Déjà, ça aussi pour le planning, c'est sympa. Et en plus, on sait que quoi qu'il se passe, ils savent gérer. Et je trouve ça juste incroyable, en fait. Des fois, on se prive de les... Ben, voilà, comme tu le disais, la cuisine étant un endroit voilà, interdit aux enfants, on se prive finalement de partager ces moments-là avec les enfants, alors que ça peut être une richesse pour eux comme pour nous, et une simplification aussi pour eux comme pour nous. Ouais. Ouais. Et puis les emmener en cuisine, ça permet aussi, mon fils est très maman, je veux jouer avec toi, je joue pas trop tout seul. Et donc, bah, j'avais pas vraiment le temps de et jouer avec lui, avec ses jeux, et puis de cuisiner en semaine. Et donc, du coup, de l'emmener en cuisine, ça permet qu'il soit avec moi, on passe un moment ensemble, il est content, et bah, j'ai le temps de préparer le repas finalement. Et donc, on en sort tous les deux gagnants de, voilà, de ce type d'organisation. Et le fait de les emmener en cuisine, même si au début on pourrait se dire, ouais, c'est compliqué, je dois être derrière lui, je dois l'aider, il ne sait pas faire ça. Si on le fait chaque fois au moment où on a un peu de temps, par exemple le week-end ou pendant les vacances, ben, les enfants vont s'améliorer. Et donc, comme tu dis après, tu gagnes du temps parce que les enfants peuvent t'aider parce qu'ils seront capables de le faire. Mais oui, il faut avoir la patience de passer par la phase d'apprentissage. C'est c'est perdre du temps pour en gagner. C'est ça. Puis c'est l'expression, alors j'arrive jamais à la ressortir correctement, mais c'est donne-moi un poisson, tu me nourriras un jour, apprends-moi à pêcher, tu me nourriras tous les jours. Et pour refaire un parallèle avec le métier de soignant, parce que moi j'ai été soignante pendant des années, je me dis au final que si on ne m'avait jamais appris à faire mon métier de soignante, j'aurais jamais pu accompagner les autres mamans derrière. J'ai eu besoin de ce temps d'apprentissage. Donc c'est pareil pour nos enfants, il a fallu que des sages-femmes viennent et la patience de me montrer les actes, de me montrer les gestes pour que je me perfectionne. Et de la même manière, si nous on transmet ça derrière, ça permet à d'autres de se perfectionner aussi et du coup d'apprendre et de devenir, j'allais dire professionnel, c'est pas le terme non plus, mais pas quand on parle pour nos enfants, mais voilà, d'être suffisamment à l'aise pour être en sécurité et en sérénité. Oui. Et même tout ce qu'on leur apprend maintenant, même s'il y a plein de choses qu'ils n'aiment pas encore à table, ce sont des choses qui sont intégrées chez eux et qu'ils auront voilà, quand ils quitteront la maison, quand ils seront adultes, toutes les bases qu'on leur a enseignées. Donc même si voilà, ben ouais, voilà, je veux pas ce repas, non, je préférerais ça. Ok, mais dans un coin de leur tête, le jour où ils seront prêts voilà, à se dire, ok, je prends vraiment soin de mon corps parce que je sais les bienfaits que ça a, ben, ils auront les bonnes bases finalement. Un petit mot de la fin pour terminer? Un petit mot de la fin. Oui, bah, avec vraiment en changeant des petites choses dans l'organisation, il y a vraiment moyen de faire des repas plus sains pour, voilà, pour la famille sans se prendre la tête. Voilà, j'ai un boulot, j'ai 3 enfants, j'ai rien de plus que les autres. Et donc, il y a vraiment moyen. Le tout est de ne pas se dire d'un coup, OK, je change tout, mais de se dire, voilà, je change une chose et puis une autre. Et en fait, en avançant comme ça, tranquillou, si à un moment on se dit, OK, il y a 6 mois, bah ouais, il y a 6 mois, j'étais nulle part, mais là, waouh, j'ai fait un bond de géant juste en avançant à son rythme et en prenant soin de soi. Et un dernier petit mot aussi, c'est, voilà, ce que j'ai appris en fait dans ma formation que j'imaginais pas du tout, c'est que on dit, voilà, l'alimentation, c'est bien par rapport au poids, il faut pas que les enfants grossissent, ces genres de choses. Mais il y a tout le côté invisible qu'on ne voit pas sur la santé des enfants, en fait. Et donc, l'alimentation est vraiment importante pour leur santé physique, qu'on voit et qu'on ne voit pas, pour leur concentration, leur bien-être mental. Et donc, il y a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pourrait, en fait, savoir ou imaginer parce que personne n'en parle. Et c'est même au niveau que, en fait, comme ça rentre dans leur gène, ce qu'ils mangent aujourd'hui, leur bonne santé, a un impact sur leurs enfants et leurs petits-enfants, en fait. Et donc, c'est parvenir à leur offrir la meilleure alimentation possible, mais sans non plus s'épuiser, culpabiliser ou se prendre la tête, mais essayer de trouver un juste milieu entre, voilà, j'offre 80% d'alimentation saine, 20% de plaisir, j'essaye de faire au mieux et je leur inculque, voilà, des bonnes habitudes, même si pour l'instant, ils râlent devant certains repas, les miens aussi, ils râlent devant certains légumes, certains repas.
et c'est normal, mais je sais que voilà, ils l'intègrent et ils sauront quoi en faire plus tard, quoi. Merci pour ce mot et pour ce rappel. C'est vraiment tout le principe de l'épigénétique. Si vous en avez Mhm. entendu parler, moi, c'est un sujet qui me passionne. L'épigénétique, c'est comment, en fait, notre environnement, que ce soit physique, émotionnel et nos pensées, donc quand on parle d'environnement, ben, c'est les pollutions, c'est l'alimentation, c'est les perturbateurs endocriniens, c'est les cosmétiques, c'est tout ça. Effectivement, la qualité des légumes, de ce qu'on ingère dans notre corps, mais également ce qu'on va penser, qui va avoir une influence sur notre santé physique et mentale. Et maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Il y a d'ailleurs un très chouette documentaire sur Gaia.com qui s'appelle Évolution intérieure, qui a été animé par le docteur Bruce Lipton, qui est un des plus éminents épigénéticiens à l'heure actuelle dans le monde. Franchement, je vous encourage à le découvrir. Et merci vraiment de rappeler ça, parce que si on veut effectivement avoir comment je peux le dire, j'ai l'habitude de travailler avec une compagnie d'huile essentielle qui s'appelle doTERRA, dont la devise, c'est on change le monde une goutte à la fois, une personne à la fois, une communauté à la fois. Et bien là, c'est exactement la même chose pour moi. C'est qu'on va changer le monde finalement, et en ayant un impact sur nous, sur nos enfants, ça va faire comme des ronds dans l'eau, et on va pouvoir avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus loin. Et c'est l'effet papillon, c'est voilà, tout ce qu'on peut décrire de cette manière-là. Donc si vous avez envie d'y mettre un premier pas, allez-y, allez consulter le blog Nutrinome de Nathalie, parce qu'il est vraiment bourré d'infos, de pratiques, et puis découvrez ces formations, je pense que vous ne le regretterez pas du tout. En tout cas, merci beaucoup Nathalie du temps que tu nous as accordé. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis ravie, ravie, ravie vraiment d'avoir fait ta connaissance et de pouvoir diffuser tous tes conseils et qui tu es autour de nous, parce que voilà, c'est essentiel l'alimentation, c'est essentiel. Et quand on a des personnes qui peuvent rendre ça ludique, facile, simple et nous aider à nous simplifier la vie, et ben, c'est encore mieux. Merci de m'avoir reçu. Et à très très bientôt tout le monde.